J'ai le plaisir et l'honneur maintenant d'accueillir Monsieur Yves Perrier, président de l'Association française de la gestion financière. Je suis très heureux d'accueillir au nom du FIR. Monsieur Perrier, vous allez nous parler du lien entre la finance responsable et la gestion d'actifs. Et venant de votre part, c'est évidemment extrêmement important. Tout d'abord, quelques mots sur la gestion d'actifs. Le président de l'Assemblée disait que dans le domaine de la finance, c'était fait, la place financière de Londres l'avait gagné. Je ne partage pas complètement son point de vue, même si je reconnais la place financière. Dans le domaine de la gestion d'actifs, nous occupons à Paris une place tout à fait importante. Nous gérons 2700 milliards d'euros, ce qui fait de nous la deuxième place financière européenne. Ça, c'était le premier point que je voulais dire. Deuxième point, c'est que cette question de l'investissement responsable, c'est une question dans laquelle les membres de l'AFG se sont mobilisés depuis plusieurs années. Je voudrais commencer par donner un chiffre. Aujourd'hui, nous avons 230 milliards d'euros de fonds ou mandats qui sont gérés selon une logique ISR, ce qui veut dire prise en compte des critères environnement, social et de gouvernance. Donc c'est quelque chose de tout à fait important. Je n'ai pas les statistiques précises, mais je pense qu'en Europe, nous sommes la première place sur ce domaine. Alors, pourquoi cette progression ? Je pense que c'est la raison qui en fait qu'on a passé un cap. Je dirais le premier cap a été celui de faire de l'ISR comme un peu un supplément d'âme. Progressivement, en fait, on s'est convaincu finalement de l'alignement des intérêts économiques et financiers et de ces critères ESG, puisque très souvent par le passé, moi je l'ai constaté dans ma propre société, quand on disait on va pratiquer l'ISR, les gens disaient mais alors vous allez m'empêcher de faire de la performance. Et je répondais, ce n'était pas sur la question de l'environnement, c'était sur la question de la bonne gouvernance. Il est vrai que lorsqu'une entreprise est dirigée par quelqu'un de malhonnête, ça améliore sa performance. Donc si on n'a jamais démontré que des fonds gérés de manière ISR avaient une rentabilité supérieure à d'autres fonds, on n'a jamais démontré non plus l'inverse. Alors pourquoi en fait on a pris ce chemin de l'ISR ? Le premier point, ça peut paraître bizarre pour des financiers, c'est par le sens des responsabilités. Post-crise de 2007-2008, il a été de bon ton de crier haro sur le banquier, sur le financier. Quelquefois, c'est vrai que ce n'était pas complètement injustifié. Mais du coup, on est passé souvent, on a créé une image assez déformée. Et au fond, dans un monde qui s'est libéralisé, je pense qu'il est logique que les acteurs financiers, les investisseurs, reprennent en compte, au fond, une question d'intérêt général. Parce que les critères ESG, c'est jamais que une reprise en compte de critères d'intérêt général dans une démarche spécifique d'investissement financier. Et puis on a travaillé et progressivement, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a en effet aucune contradiction entre la prise en compte de ces critères et les intérêts économiques et financiers, à une condition fondamentale, c'est qu'on se situe sur le long terme. Et là, je voudrais m'arrêter un peu sur ce qu'on appelle le monde de la finance, le monde des marchés financiers, qu'on définit toujours par une extraction. Ce monde des marchés financiers, il est formé de deux grandes catégories. La catégorie de loin la plus importante, c'est l'investisseur de long terme. Sont les fonds de pension, sont les compagnies d'assurance vie, c'est l'actionnaire individuel qui achète des actions. Quand vous achetez des actions, vous ne vous situez pas dans une perspective de court terme. Vous êtes dans une perspective de long terme. 90% des capitalisations boursières en actions sont détenues par des investisseurs de long terme. Il en est à peu près de même pour ce qui est de la dette. Et 10% sont détenus par des investisseurs de court terme. Les investisseurs de court terme sont les hedge funds, les traders, etc. Ce sont des gens qui ont une très grande utilité
pour créer de la liquidité sur les marchés. Mais le point qui s'est passé au cours d'un monde de la finance, on va dire du début des années 90 jusqu'à la crise, c'est que c'est la queue qui a fait bouger les chiens. La queue, c'est l'investisseur de court terme qui a imposé ses thématiques, ses mots d'ordre, quasiment son, je dirais même presque sa liturgie, le ROE à 15%, etc., au détriment de l'investisseur de long terme. Mais pourquoi ? Parce que l'investisseur de long terme n'a pas pris, je veux dire, ses responsabilités, n'a pas joué le rôle suffisant, je veux dire, pour porter son intérêt. Et je crois que quand on parle des débordements de la finance au cours de cette dernière période, je pense qu'on ne le comprend pas si on ne comprend pas cette césure. Et donc, dès lors qu'on se situe dans une perspective de long terme, non seulement il n'y a pas de contradiction entre des objectifs purement financiers, quelle valeur je crée, j'investis tant, quel est le rendement, et cette prise en compte de critères, mais je dirais que l'un consolide l'autre. Pour les raisons que vous avez mentionnées, Pascal Canfin, tout à l'heure, une question au carbone, le jour où en effet les États se décideront à prendre la mesure appropriée de taxer le carbone, ça fera très mal en fait à certaines entreprises. Deuxièmement, des entreprises en fait qui se créent des problèmes d'image. Alors c'est pas complètement lié, mais je pense à l'affaire Volkswagen récente. Vous pouvez, dans le monde médiatisé actuel, détruire très rapidement un fonds de commerce. Donc ça, c'est le premier point qui est fondamental. Pour notre métier, nous considérons que ça fait partie de notre métier que d'intégrer ces éléments-là dans l'analyse que nous faisons dans nos politiques d'investissement. C'est une partie intégrante de notre métier. Deuxième point, une fois qu'on s'est dit ça, la question clé, c'est comment le propager. Comment le propager, porter finalement cet objectif, en faire une contrainte positive pour les entreprises. Et là, on tombe sur un sujet qui est pour moi fondamental, c'est qu'on avance vraiment sur ces questions d'ISR lorsque on aligne l'intérêt des acteurs. Lorsque on sous-pondère dans un portefeuille une action, ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, on va réduire sa valeur boursière. Les dirigeants d'entreprise, ils sont très sensibles. Donc au fond, le point clé de cette démarche ISR et notre rôle à nous, investisseurs, gestionnaires d'actifs, assureurs, enfin toute forme d'investisseurs, c'est de faire prendre en compte par l'ensemble des émetteurs ces éléments d'ISR. Et là, je voudrais dire, l'essentiel, c'est de créer la dynamique. On peut débattre sur telle ou telle façon, comment, technique, etc. Mais le jour où l'ensemble des dirigeants, des entreprises, et je peux vous dire que les choses, moi je trouve, vont très vite, prennent en compte cet élément-là comme un élément qui peut peser directement sur la valorisation de l'entreprise, sur leurs risques, etc., alors, naturellement, ils l'intègrent dans le management, en fait, des entreprises. Donc, cette démarche venant des investisseurs, des asset managers, je crois qu'on en est au début. Mais ce que je note, si vous voulez, c'est que les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent en France. En France, des choses importantes sont faites avec ce qui a été fait par les RAF, le FRR, bon nombre de caisses de retraite. Elle s'accélère aussi avec ce qui est fait à travers l'épargne salariale, où l'ensemble des partenaires sociaux sont représentés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'épargne salariale, c'est à peu près 100 milliards d'euros. 25% des encours sont au ISR. 230 milliards d'euros pour le total aujourd'hui, c'était 30 milliards d'euros il y a 5 ans, et dans l'épargne salariale, c'était quasiment rien il y a 5 ans. Donc une dynamique s'est créée, et en fait, je pense qu'il nous appartient en fait maintenant de l'amplifier. À cet égard, le label récemment défini, le label France, va dans ce sens, parce que ça permettra
de fixer un guideline. Ensuite, il y a la question de ce qui est distribué aux particuliers. Autant l'investissement ISR par des investisseurs institutionnels est quelque chose qui se développe en France. À l'étranger, les pays scandinaves sont très, très en avance en fait dans ce domaine. Autant la souscription de fonds par les particuliers qui auraient ce label ISR est aujourd'hui quelque chose de marginal. Je ne suis pas sûr, à titre personnel, qu'on puisse aller très loin. Parce que quand quelqu'un place son argent, en fait, voilà, d'abord son premier objectif, c'est d'en gagner ou si possible de ne pas en perdre. Son rapport à la question est moins évident. Mais deuxièmement, par contre, je pense ça pourrait se développer par un effort de clarification, de pédagogie et d'explicitation de ce que c'est que la différence entre un fonds ISR et un fonds pas ISR. Aujourd'hui, on reste encore dans quelque chose que je considère personnellement comme ésotérique et sur lequel nous avons encore beaucoup à travailler. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur l'implication des sociétés de gestion dans cette démarche ISR. Nous ne la voyons pas comme une contrainte, nous la voyons comme une obligation, d'abord, liée à notre métier. Et c'est vrai qu'ensuite, nous pouvons en tirer un certain nombre d'avantages concurrentiels. Je crois que faire de Paris une place ISR, c'est renforcer son attractivité en tant que place financière internationale, parce qu'en effet, dans beaucoup de pays, non seulement d'Europe, mais les grands fonds d'Asie, Japon, Chine, sont en effet complètement sur ces questions aujourd'hui. Un très grand merci. Intervention extrêmement intéressante pour notre communauté et notre association.